Bonsoir à toutes et à tous. Nous commençons ce soir une nouvelle séance avec d'abord retour sur la leçon précédente et puis ensuite une nouvelle leçon. La nouvelle leçon sera consacrée, aura pour titre Les Pyrénées et la mer. Mais retour sur la leçon précédente au cours de laquelle il y a eu plusieurs petits dysfonctionnements. Premier dysfonctionnement, je vous ai parlé de Joseph Calmette. Joseph Calmette, je l'ai cité en bibliographie avec Gérald Brennan au sujet de l'histoire de l'Espagne, de façon à vous donner une vision explicative géopolitique de la situation de l'Espagne, de l'Aragon, des Pyrénées dans le contexte espagnol. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Calmette, né en 1873, mort en 1952, où je suis passé rapidement pour le dire, est un des fondateurs des Annales du Midi, ces Annales du Midi qui sont la revue de référence en histoire dans le sud de la France, pour le midi de la France. Ça a longtemps été l'apanage de l'Université de Toulouse, c'est maintenant partagé par toutes les universités du Grand Sud-Ouest, mais les éditions Pliva restent l'éditeur. Le deuxième oups de la leçon précédente, c'est le mot soroche, qui est le mot quechua pour désigner le mal des montagnes. Alors, je vous ai dit qu'il se guérissait avec des tisanes chaudes. Je n'avais pas écrit le mot soroche, c'est fait. Et ces tisanes sont à base de maté. Le troisième complément que je voulais donner, c'est euh, la bibliographie que je vous ai donnée la dernière fois et qui n'était pas complète. Eh bien, cette fois-ci, vous l'avez complète avec, entre autres, les références à Joseph Calmette pour son histoire de l'unité, sur la formation de l'unité espagnole, et à Gérald Brennan, dont je viens de parler. Voilà. Donc, ces trois compléments étant donnés, nous pouvons passer à la leçon d'aujourd'hui qui s'intitule Les Pyrénées et la mer. Cette leçon, nous en ferons, règle des 40 minutes oblige, qu'une première séquence et la seconde séquence aura lieu le lundi 30 novembre. Donc, les Pyrénées et la mer, ça commence par une espèce de boutade. Sur la place de Bedouze, que vous voyez ici apparaître sur la partie gauche de la diapositive, il y a un café que je cercle. Oh, c'est un petit café, hein, un café de village, mais pour les nouveaux venus, un petit peu branchés. Et le nom de ce café, c'est Face à la mer. Donc je trouve que c'est quand même pas mal de donner ce nom à un tel café, alors qu'on est à 150 km d'Andaille par la route. Et en remontant la vallée d'Aspe un peu plus vers le col, un peu plus en amont, on arrive à Urdos avec le chemin de la Mature qui est absolument vertigineux sur une paroi d'auge glaciaire. Beaucoup d'entre vous, je présume, ont déjà emprunté ce chemin qui est spectaculaire et qui mène sur des balades très intéressantes. Et ces paradoxes, que ce soit sur Face à la mer ou sur le chemin de la Mature, ne sont qu'apparents tant sont nombreux les liens qui unissent les Pyrénées et la mer, qu'il s'agisse des lieux, qu'il s'agisse de la nature, qu'il s'agisse des hommes. Et pour étayer cette approche, on va partir avec trois textes successifs qui les présentent. Le premier de ces textes est tiré d'un petit ouvrage d'Élisée Reclus dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Histoire d'une montagne, mais que je cite ce coup-ci en bibliographie. Et c'est quand la montagne plonge dans la mer, voilà ce que dit Reclus, lisons-le ensemble. On assiste comme si tout d'un coup on était devenu immortel au grand travail géologique des eaux creusant, évidant leur lit dans toutes les directions autour du massif primitif de la montagne.
Et à droite de la diapo, nous avons cette côte très sauvage entre Sokoa et Hendaye du côté du Rugne. On les voit, pour ainsi dire, je reprends le texte, sculpter incessamment la masse énorme pour emporter les débris, en niveler la plaine, en combler une baie de la mer. Je la distingue aussi, cette baie, du haut du sommet gravi. Là s'étend ce grand abîme bleu de l'océan, d'où la montagne est sortie, où tôt ou tard elle rentrera. Ça, c'est l'évocation à la Pantalassa des origines. Voilà ce texte de Reclus qui nous parle de l'érosion marine, du travail de ces mers. Ici, nous voyons l'océan Atlantique, mais bien sûr, à l'est, nous irons aussi voir euh, la, la mer Méditerranée. Et cette mer Méditerranée, on y est tout de suite avec la côte des Alberts et cette magnifique photo semi-oblique en aérien de la côte des Alberts, cette montagne qui plonge dans la mer avec un arrière-plan, le port de Port-Vendre. Et je vais prendre comme texte de départ un texte de Paul Arquet. Alors vous allez me dire, vous prenez des textes, d'abord un texte de Reclus, écrit en 1880, même s'il est réédité en 1998, ensuite un texte de Arquet, et vous allez voir que le troisième est quand même un petit peu ancien aussi. Et pourquoi? Eh bien, il faut dire que les géographes n'écrivent presque plus sur les descriptions de paysages. Ils préfèrent actuellement être beaucoup plus sérieux, aligner des chiffres et des tableaux, et on ne sent plus la substance paysagique, sauf bien sûr dans des travaux très spécialisés que je ne peux pas utiliser dans ce cours. Donc voilà la raison pour ces textes qui sont un peu anciens, mais malgré leur ancienneté, leur leur qualité littéraire et géographique reste extraordinaire. Paul Arquet était un professeur de classe préparatoire au lycée Michel Montaigne à Bordeaux. Et il a fait don de toute sa bibliothèque à l'Institut de géographie de Bordeaux lorsqu'il est décédé. C'était au début, à la fin des années 60, début des années 70. Lisons ensemble. Les Pyrénées méditerranéennes, avec une majuscule s'il vous plaît, s'effondrent au-dessus de la mer en une côte accidentée. Une infinité d'anses minuscules se découpent dans l'intérieur des baies principales, et on le voit sur la diapo. De hardis promontoires s'avancent pour défier les vagues écumantes. D'autres, moins audacieux, hérissent les anfractuosités. Les agglomérations se blottissent au fond des golfs, de préférence adossées aux pentes nord, c'est le cas de Port-Vendre, à l'abri des souffles redoutables de la tramontane. Et voilà cette partie est des Pyrénées, quand elle plonge dans la mer. Il nous reste à l'ouest la côte basque, avec un texte de Louis Papy, daté de 1982, tiré d'un ouvrage qui a fait de la géographie régionale le dernier grand ouvrage de géographie régionale qui soit paru en une dizaine de tomes. Et voilà la côte basque. Le mariage de l'océan et de la montagne donne à la côte basque une exceptionnelle beauté. Des collines d'un vert tendre. Là, ce n'est pas le cas. La photo a été prise une fois où il y avait de la neige. Ça ne dure pas bien longtemps. On l'a fixée. Des collines d'un vert tendre s'achèvent sur la mer par des falaises battues par les grandes houles du golfe de Gascogne où viennent mourir sur des plages abritées. En fond de tableau se dessine, nimbé de lumière, le profil familier des monts du Labour et du rivage de Biscaye. Biscaye, c'est un peu impropre. Je ne veux pas corriger Louis Papy, qui a été un de mes professeurs et un de mes maîtres, mais c'est plutôt le Guipuscoa. N'empêche qu'avec ces trois textes, on parle de retrouvailles, de plongée et là de mariage. Et nous allons voir qu'entre l'océan Atlantique et la côte basque, il existe des frictions entre les deux milieux terrestres et marins. Comme l'a chanté Brassens sur un poème d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux, c'est très valable en géographie. Pour le reste, je ne porte pas de jugement. Ce, ces trois textes
nous font rentrer dans la leçon et nous permettent de passer à la problématique et au plan. Alors la problématique, le fil rouge de la leçon, il y a une formulation en oxymore, c'est-à-dire en termes opposés, le feu et la glace. Là, c'est la mer et la montagne. C'est comme d'ailleurs la situation par rapport à sa raison commerciale du café de Bedouce. Le fil rouge de la leçon, au-delà de l'oxymore, consiste à déterminer les liens qui unissent la chaîne avec les deux espaces maritimes qu'il aborde, l'Atlantique à l'ouest, la Méditerranée à l'est, et à voir ce qu'en font les sociétés humaines. C'est de la géographie à l'état pur que nous allons faire, avec dans une première partie de fortes similitudes topographiques et paysagères, à l'est comme à l'ouest de la chaîne. Ensuite, deuxième partie et troisième partie que nous verrons dans la prochaine séquence, des environnements maritimes en contraste et la symbiose mer-montagne des hommes et de leurs activités. Donc, la mer et la montagne, des paysages remarquables. À l'ouest, la montagne basque. Ici, nous avons sur cette diapo la côte à Hendaye avec la falaise d'Abadia et les jumeaux. Et vous avez remarqué que j'ai bien fait attention de ne pas dire comme beaucoup les deux jumeaux parce que ça s'appelle un pléonasme, c'est plus de la géographie, j'en conviens. Là, nous avons bien sûr une montagne qui plonge dans la mer et qui se joue de la frontière politique actuelle. On aura l'occasion d'en reparler. Nous avons des formes de relief dans cet arrière-pays basque qui s'appelle le Labour, des formes de relief lourdes avec des massifs cristallins, de vieux calcaires enveloppés de poudingue. On a fait déjà une leçon là-dessus. Ceux qui la veulent me la demandent. On trouvera mes coordonnées internet de courriel à la fin de la bibliographie. Et ces grès, en se redressant sur les flancs des massifs anciens, peuvent donner des crêtes déchiquetées qui se signalent de loin par leur couleur dans la gamme des violets. C'est la fameuse pierre de la rune, puisque nous avons la rune. La rune en Eshkara, en basque, ça veut dire la pierre. On retrouve la même racine dans le mot larens, qui domine de sa silhouette et de son antenne Saint-Jean-de-Luz. On va trouver aussi la peña de Anya et les trois petits pics pour la peña de Aya, pardon, je m'ai dit Aya, H-A-Y-A. Ces trois petites cuquettes qu'il y a. Et puis le Alto de Biarritz, tout ça, c'est en Espagne et c'est à 800, 900 et quelques mètres. C'est pas très haut. Et ça va nous conduire à poser d'emblée la question du nom, de la dénomination des Pyrénées dans cet endroit. Comment les appeler? Montagne basque, seuil basque, chaîne cantabrique, Pyrénées Atlantique occidentale. Je vous rappelle, et j'en ai mis le scan sur la partie droite de cette diapo, le nom d'une thèse qui avait été écrite dans l'entre-deux-guerres par Théodore Lefebvre, les modes de vie dans les Pyrénées Atlantiques orientales. Pyrénées Atlantiques orientales, c'est-à-dire les Pyrénées qui vont de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à la vallée d'Aspe, jusqu'en Béarn. Et on est toujours surpris par ce titre qui est devenu improbable, mais tout cela pour dire qu'il y a un flottement. Les paysages sur la côte, ce sont des calcaires marneux de la fin du Crétacé. Le Crétacé, c'est une échelle géologique. Je viens à cette diapositive, vous fixerez là-dessus quand vous réécouterez, si vous le faites, et vous trouverez le Crétacé qui est à la fin du secondaire, Trias, Lias, Jurassique, Crétacé. Voilà. Donc le littoral va stopper, s'arrêter là avec des calcaires marneux, du Sénonien exactement, avec
de type flysch. Le flysch, Flysch, c'est un matériau composé d'une alternance de lits de grès et de schiste, et ça nous donne, on le voit sur la diapo, des reliefs particulièrement souples, particulièrement spectaculaires, que l'on va retrouver depuis ici jusqu'à Bidart, plus au nord. Ici, on est à Deva, c'est-à-dire en Guipuscoa, c'est-à-dire au sud de la frontière. Donc, c'est une côte basse, avec des falaises basses, mais une mer qui va attaquer ces matériaux tendres, et comme nous le verrons, un océan très travailleur. À l'est, ce sont les Alpères. Les Alpères sont une moyenne montagne qui plonge dans la mer. Le point culminant, c'est le Pech Neulos, 1556 mètres, sans l'antenne habituelle. Toutes ces montagnes dorénavant, avant elles étaient surmontées de croix, maintenant elles sont surmontées d'antennes pour la télé, la 3, la 4, la 5G, je ne sais. Donc, ces Alberts se terminent dans la mer Méditerranée en plongeant. Voici ces Alberts qui tombent sur la plage d'Argelès-sur-Mer. C'est un jour d'été. Il y a là des gens qui font de la bronzette. On n'oublie pas que c'est sur cette même plage que la République française avait parqué les prisonniers, enfin les combattants républicains lors de la retirada en 1938. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet, je passe vite. Donc il s'agit là de vieux matériaux hercyniens, c'est-à-dire du primaire, métamorphiques, c'est-à-dire qu'avec la pression, ils ont été cuits et recuits, et ils ont changé de nature, les argiles se sont transformées en schiste, le calcaire peut se transformer en marbre, c'est des gneiss, c'est des laves, comme on disait au XIXe siècle, cuits et recuits par les orogénèses, par les cycles d'érosion. Donc on a des schistes, des micaschistes, des gneiss, des migmatites, et dans ces migmatiques, il y a du minerai de fer parfois, et avec aussi des remontées du vieux socle de la vieille montagne hercynienne. Je vous le expliquerai tout à l'heure, et comme ils viennent, c'est des remontées, on les appelle des batholites. Batholites de bathos en grec, profondeur, et lithos, pierre, pierre qui viennent des profondeurs. Donc, ces batholites, je donne l'orthographe quand même. Je n'ai pas de tableau, je ne sais pas maîtriser le tableau, je le regrette. B-A-T-H-O, et lithos, L-E-I-T-H-E, et comme il y en a plusieurs, E-S, bien sûr. Là, je fais référence, et l'on trouvera dans la bibliographie, à l'étude de Marc Calvé, qui a bien travaillé sur cette montagne des Alberts. La couleur dominante des Alberts, c'est le rougeâtre, très cuivré. Ça donnera le nom touristique de Vermeille, dont nous parlerons dans la prochaine séquence. Et puis, dans cette montagne, il y a eu des effondrements. Des effondrements. Alors là, on voit le vieux massif, et là, on voit des deux côtés les enveloppes calcaires, et on voit bien que c'est coupé, là, et on va retrouver les mêmes matériaux, d'abord dans les Alpes de Provence, et ensuite dans les Maures et dans l'Esterel. Donc, vous voyez, à la place du golfe du Lion, là, il y a un compartiment qui a été effondré, un autre ici, plus à l'est encore, d'où émerge la Corse et la Sardaigne. Voilà donc ces paysages qui, comment dirais-je, dominent les plaines du Roussillon. Nous avons là une cordillère qui résulte du jeu des plaques tectoniques. Et ces plaques tectoniques, nous en parlons très très souvent, elles ont commencé à jouer il y a 65 millions d'années. Les Pyrénées se sont mises en place entre 65 millions d'années et 50 millions d'années. Il y a des querelles des géologues dans lesquelles je ne rentre pas. C'est un mouvement de subduction comme celui que nous avons déjà vu dans la leçon précédente. Et là, j'ai tiré sur la partie gauche de la diapo un petit crowbar
qui vous indique ce qu'est la subduction. Et cette subduction est provoquée, on le voit bien ici dans ce croquis intermédiaire sur la feuille, par l'ouverture du golfe de Gascogne, avec le pivot, la charnière précisément sur la montagne basque. Et cette ouverture, paf, va provoquer la surrection de la chaîne, mais aussi l'effondrement de la partie orientale dont je parlais tout à l'heure. Mouvement qui s'est commencé il y a 65 millions d'années, qui s'est terminé il y a 50 millions d'années. Vous voyez ce croquis que j'ai mis sur la partie droite, et avant qu'il y ait l'effondrement, on parle, c'est pour certains géologues, de chaîne pyrénéo-provençale. Au pied de cette chaîne, un énorme trou qu'on appelle un géosynclinal dans lequel vont s'accumuler toutes sortes de matériaux, y compris des hydrocarbures. Et là, je retrace la saga du gaz de Lac, du gaz de Saint-Marcet et de tous ces gisements qui parsèment le nord du piémont pyrénéen, mais un petit peu aussi le sud dans le Cerrablo avec un peu de gaz naturel. Voilà. La partie la plus ancienne de la montagne, avec des vieux matériaux qui sont portés en hauteur par le giclement que j'ai représenté ici, ça s'appelle la zone axiale. Partie nord des sédiments, partie sud des sédiments. Pour ce qui nous concerne, c'est des sédiments qui plongent dans l'océan Atlantique. C'est la zone axiale des très vieux matériaux qui plongent dans la Méditerranée. Et là-dessus, nous allons avoir des phénomènes d'érosion qui ne cessent pas, la mer qui travaille, les caps, les écueils, les rasants, et puis à côté, puisque ça arrache, on accumule, et nous allons avoir des plages de sable plus ou moins fin, hein, parce que les sables, aussi bien de l'Atlantique que ce qu'il y a de Méditerranée, c'est des sables assez grossiers. Pour ceux qui ont voyagé sous les tropiques, les sables coralliens sous les cocotiers, c'est quand même autre chose. Mais il y a des bestioles dans le sable, je parle des tropiques, et les noix de coco peuvent vous tomber dessus, ce qui représente un certain risque. Voilà, toute cette côte qui a travaillé, qui continue de travailler, a été reprise par des transgressions, c'est-à-dire des avancées de la mer, remodelées par des régressions. Et la dernière transgression, elle date du 7e siècle après Jésus-Christ à peu près. On l'appelle la transgression flandrienne parce qu'elle concerne les Flandres. Et elle va créer sur nos côtes, en particulier à l'ouest, des rias, c'est-à-dire des envahissements des basses vallées par la mer et par la marée 2 fois par jour, des embouchures à barres, comme la barre de l'Adour à Bayonne, et puis à côté des baies, des vasières, comme la baie de Chingoudi, mais nous reviendrons là-dessus. Il me faut maintenant, après avoir présenté ces paysages, arriver à la troisième sous-partie de mon propos que j'avais intitulé, après avoir vu une cordillère où j'ai des plaques tectoniques et les paysages, les passages et les abris. Alors, passages et abris, avec une vue que je trouve très significative et dont on se servira dorénavant tout au long de la leçon parce qu'elle montre qu'au contact mer-montagne, ici on est en Daille, ici, et puis à Fontarabie ici, voilà la Bidassoa, l'île des Faisans, elle est à peu près par là, vous voyez. Et puis, nous avons là, sur un tout petit espace, une baie, un fleuve, 2 villes, 2 gares, 2 ports, et tenez-vous bien, waouh, et des pistes, les pistes d'un aéroport, on va en reparler. Donc, d'une façon générale, la place manque aux agglomérations, comme le disait Paul Arquet dans son texte, les agglomérations se blottissent au fond des golfs, et là, on le voit bien, c'est absolument délicieux comme paysage. Donc, passage
Les infrastructures manquent de place. Elles manquent aussi de débit à cause de la contrainte topographique, à cause des densités de population, parce qu'il y a du monde sur la côte basque, il y a du monde sur la côte des Alberts, sur la côte Vermeille. Et puis nous avons aussi les passages qui sont très importants. Regardez cette gare, une gare ici en Daille, la même de l'autre côté en Espagne, celle d'Irún, le tout construit bien sûr sur des vasières, comme nous allons le voir. Pareil dans les Alberts, on va aussi le voir, nous sommes bel et bien à la charnière du sud-ouest européen. Et les Pyrénées forment cette charnière, et les passages les moins difficiles sont ce passage par l'ouest, ici à Andaïroun, et l'autre passage par l'est, là-bas à Portbou, Cerbère. Alors, au Pays Basque, les routes sont en corniche, et dès après la côte, elles vont partir dans la montagne. Là, on est au-dessus, mais au-dessus immédiat de Donostia, de Saint-Sébastien en espagnol, Donosti en basque. On est au-dessus de Tolosa. Et on a réaménagé le puerto de Etxegarrate en éventrant littéralement la montagne pour laisser passer les camions, ce qui n'empêche pas de spectaculaires accidents, mais c'est vraiment acrobatique. Ça l'est encore plus quand il neige un petit peu, puisqu'on va quand même monter à 900 mm d'altitude pour le col. Dans les Alberts, je n'ai pas pris de photos, mais j'ai pris une carte et un extrait de carte Michelin, route de la Côte Vermeille. Regardez un petit peu le tracé. Voilà, Port-Vendre, Collioure, Banyuls, et ça se continue au sud, bien sûr, parce que la frontière, c'est la frontière et pas autre chose, vers la Costa Brava, la côte sauvage. Pourquoi elle est sauvage? Parce que les Alberts, bien sûr, tombent dans la mer. Voilà pour les routes. Les autoroutes, elles passent en arrière de la côte et aux Alberts, elles passent au Pertus, euh, euh, grâce aux moyens techniques qui permettent de construire très rapidement ce type d'infrastructure. Les emprises ferroviaires peinent à trouver leur place. Tout à l'heure, je vous parlais de la gare d'Hendaye et de la gare d'Irún. Voici une photo semi-oblique aérienne de la gare d'Hendaye qui est bâtie, vous le voyez, hein, sur les vasières, sur les herbus, sur la, comment dire en géographie, la shore de Skor, ça s'écrit S-C-H-O-2-R-E, c'est un terme néerlandais, flamand, de la baie de Chingoudi. Et puis regardez la baie, alors là vous avez la mer, et là, regardez un peu Cerbère-Portbou, on a littéralement taillé dans la montagne pour mettre des installations, même en tiroir, et pour faire passer le chemin de fer. On a un tout petit bout de baie là, sur la partie droite de la diapo. La même exiguïté va jouer pour les aérodromes. Regardez quand on atterrit sur l'aéroport de Fontarabie. Et les gens qui sont allés se baigner en Daille voient passer au-dessus d'eux des avions qui sont à 60 mètres de hauteur. Bonjour les gaz d'échappement et crainte du pilote maladroit. Quant à l'aéroport de Perpignan, qui est déjà dans la plaine, il a quand même le Canigou en face de lui, avec toute une série d'accidents qui ont marqué l'histoire de l'aviation civile, dont le 7 octobre 1961, un DC-4, c'est-à-dire un avion à 4 moteurs, un Douglas, qui datait de l'après-guerre et qui va se planter sur le Canigou. C'est 1961, 34 morts, maintenant il y en aurait 300 bien sûr, mais ça a marqué les imaginations. La preuve, je vous en parle 50 ans après. Alors, à côté de ces infrastructures terrestres qui se caractérisent par leur exiguïté, il y a les infrastructures maritimes. Voilà. Donc là, c'est le rêve, mais c'est toujours exigu. Donc, sur les Alberts, voilà une côte découpée avec le port de Collioure, mais vous avez aussi le port de Banyuls, celui de Cerbère et surtout Port-Vendre. Vous remarquerez la grosse astuce du titre, je vous le fais remarquer parce qu'il y a des gens qui vont pas s'en rendre compte. Je trouve ça très marrant, mais j'ai bien conscience que ça ne fait rire que moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà, donc Port-Vendre,
la fois où j'y suis allé, il y avait un cargo de ce genre, c'est pas la photo, hein, mais qui était tellement gros qu'il dépassait, il dépassait quasiment la baie. C'est à Port-Ventre que sont arrivés de nombreux Français d'Algérie, rapatriés au moment de la fin de la guerre d'Algérie et qui sont arrivés depuis Oran par Port-Ventre. Et j'en profite, parenthèse, pour faire une annonce pour le Lab Mémoire. Celui-ci travaille sur, mène un programme de recherche sur la mémoire des, euh, des, des rapatriés qui sont arrivés, des pieds noirs qui sont arrivés dans les Hautes-Pyrénées. Donc, nous cherchons des enquêteurs, nous cherchons des membres. J'ai mis mon adresse à la fin de la bibliographie. J'ai mis celle de Madame Cercia aussi, qui est la responsable de ce programme de recherche. Pour, si vous voulez prendre contact, vous serez les bienvenus. Il s'agit d'un travail de mémoire, mais aussi d'un travail de reconstruction d'une mémoire qui est souvent malmenée. Je ferme la parenthèse et je termine ce dispositif côtier en faisant remarquer que l'on va retrouver la même chose sur la Costa Brava avec des petits ports charmants de pêche, mais nous sommes en Catalogne, nous sommes en Espagne. Voilà. Maintenant, sur la partie ouest, nous avons aussi des ports avec une différence entre le nord et le sud de la côte basque. Au nord, peu d'abris, relativement peu d'abris. Le port, comme la ville de Saint-Jean-de-Luz, avant qu'on construise les digues, était régulièrement ravagé par les tempêtes, parce que l'embouchure de la Nivelle n'était pas une ria bien prononcée. Le port de Biarritz est minuscule, et pour rentrer dans le port de Bayonne, il y a la barre. Voici 3 ans, un cargo s'est échoué, il a raté l'entrée, et il s'est échoué sur la plage juste à côté de la chambre d'amour. Peut-être que certains d'entre vous ont vu ce spectacle absolument grandiose, hein, de ce bateau. Par contre, si le nord n'est pas très bon, la partie sud, à partir d'Andaille et Anguille-Pouchkoa, est plus propice parce que nous avons des estuaires comme celui que je vous ai montré de, de, de non, voilà, je me trompe, c'est les joies du direct. Voilà, nous avons l'estuaire de la Bidassoa, celui de la grande photo, voilà, c'est celui que je cherchais, donc qui offre des abrissures. Et puis nous avons l'estuaire, le port de Passajes. La côte se termine en Guipuscoa par un dernier chaînon qui fait 500 mètres de haut, qui s'appelle le Jaizkibel, que certains randonneurs de l'UTL ont visité en profitant de l'interconfinement. Et là, nous avons sur un système de faille un goulet qui fait 120 mètres de large, qui fait 1200 mètres de long et qui permet d'accéder à la ria et à la basse vallée en noyer, bien sûr, du Rio Oyarzun. Et là, nous avons le port de Passajes. Voilà, alors ce port de Passajes est le port industriel du Guipuscoa, il joue un rôle très très important, mais il manque de place à tel point que vous voyez, on est en train de construire, regardez-le sur la photo de gauche, pardon, un port comme celui d'Antifer en Normandie, au pied du flanc ouest du Jaizkibel. Mais ça sera très certainement un port de plaisance parce que pour en sortir, il n'y a pas de moyen d'accès facile. Ce port de Passajes est un port de pêcheurs au départ, il y a des hameaux de pêcheurs, mais maintenant c'est devenu un port industriel, il y a une centrale thermique, il y a des dépôts de carburant, il y a une cimenterie, nous sommes dans le Pays Basque industriel. Ce port est aussi un port de mémoire, c'est là que en 1777, le jeune marquis de Lafayette s'est embarqué pour l'Amérique sur un bateau. Il a fait 2 voyages, le premier en 77 et puis le second en 80 avec l'appui du roi de France pour aider les insurgents et virer les Anglais. Le second est parti à bord du bateau l'Hermione, qui partait de Port-des-Barques dans l'estuaire de la Charente. Mais le premier est parti ici de Passares. Et imaginez-vous un bateau à voile. Alors, comment faisaient les bateaux à voile du temps de la marine à voile pour sortir? Eh bien, il y avait
3 ou 4 barques de solides rameurs basques qui, qui aidaient le bateau à quitter le goulet. Et là, après, bien sûr, le bateau partait. Voilà, j'en ai terminé de cette première partie, j'en ai terminé de cette séquence. Je vous livre la bibliographie pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient approfondir. Dessous, en dessous, mon adresse électronique si vous avez des questions à me poser. Et je remercie encore ceux qui communiquent avec moi pour me dire des choses très gentilles et me poser quelques questions auxquelles je réponds toujours systématiquement. Et pour ceux qui sont intéressés par le lab mémoire, vous avez les coordonnées de Madame Cercia qui anime ce programme de recherche. Ainsi, se termine, la première séquence de cette leçon numéro 2. Que découvrirons-nous la prochaine fois? Eh bien, voilà le mystère, l'aventure, seconde partie lundi prochain, 30 novembre, histoire de bien commencer l'avant et en beauté. À la semaine prochaine. Au revoir.